Madame la ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous poursuivons nos travaux. Nous les avons commencés à l'instant avec l'audition de M. François de Rugy et nous les poursuivons avec votre audition. Madame la ministre, parmi les nombreuses et importantes fonctions que vous avez exercées, je veux simplement rappeler, pour ce qui concerne notre commission d'enquête, que vous avez été par 2 fois à 20 ans d'écart en charge des sujets environnementaux au gouvernement. La première fois comme ministre chargé de l'environnement, de 1992 à 1993, puis comme ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat, de 2014 à 2017. C'est surtout cette dernière période qui va retenir notre attention, même s'il sera certainement intéressant de comprendre avec vous comment le sujet de la rénovation énergétique a pu mûrir dans le pays, dans le temps, alors qu'un pays, par exemple, comme la Suède, avait infléchi fortement sa politique dès le choc pétrolier, ce qui n'a pas été le cas dans notre pays. Mais pour revenir à la période 2014-2017, elle est marquée par 2 événements importants. L'accord de Paris sur le climat en 2015, qui est un peu la toile de fond, et pour le concret de la rénovation énergétique, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 que vous avez portée. Les exigences en matière de sobriété énergétique imposées par l'accord de Paris et inscrites dans la stratégie nationale bas carbone exigent une rénovation profonde du bâtiment en France. C'était l'objectif de la loi pour la croissance verte qui apparaît aujourd'hui comme celle qui a fixé le cadre et les principaux objectifs des politiques menées à la manière. Les lois énergie-climat de 2019 et plus récemment la loi climat et résilience de 2021 venant l'approfondir, mais aussi souvent reporter certains objectifs. Ces objectifs les plus marquants et structurants étaient certainement la mise aux normes bâtiments basse consommation du parc d'ici 2050, la réalisation de 500 000 rénovations de logements par an, dont la moitié occupée par des ménages modestes, la suppression des passoires thermiques F et G d'ici 2025 et la réduction de la précarité énergétique de 15% d'ici 2020. Pourtant, aujourd'hui, le bâtiment demeure un secteur particulièrement énergivore qui représente 43% de la consommation d'énergie en France et génère 23% des émissions de gaz à effet de serre français. Le logement représente les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique reste également une question sociale, puisque 20% des Français sont considérés en situation de précarité énergétique selon l'Observatoire de la précarité énergétique en 2021. Il en est de même de l'objectif des 500 000 logements rénovés par an, puisque bien souvent, ces travaux se résument à un seul geste, alors qu'il faudrait conduire une rénovation globale. Madame la ministre, je souhaite que vous puissiez nous éclairer sur le bilan que vous tirez de votre expérience, que vous puissiez nous dire quels sont vos motifs de satisfaction et vos regrets. Vouliez-vous aller plus loin? Et si la réponse est positive, qu'est-ce qui vous en a empêché? Je voudrais également vous inviter, avec le recul et la hauteur de vue qui sont les vôtres, à nous donner votre analyse des raisons pour lesquelles les objectifs affichés n'ont pas été atteints. Quel jugement portez-vous sur la politique qui a été menée en matière de rénovation énergétique depuis maintenant un peu plus de 5 ans? Voilà, donc avant de laisser la parole bien sûr à notre rapporteur et de vous laisser d'abord un propos introductif d'environ une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame la Ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et à lever la main droite et à dire « je le jure ».
Alors sans plus tarder, je vous laisse la parole pour environ 15 minutes de propos introductifs et ensuite monsieur le rapporteur et nos collègues pourront vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Vous sur cet important sujet qu'est la rénovation et la performance énergétique des bâtiments. C'est un sujet qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours mobilisé. Et la première chose, parce que vous avez l'expérience des actions locales, et quand je suis arrivée dans ce ministère, j'avais déjà tenté, parfois avec succès d'ailleurs, je le dis modestement, à faire de ma région la région de l'excellence environnementale. Et une des premières décisions que j'ai prises en 2004 en arrivant, c'est de construire le premier lycée, c'est un lycée professionnel à côté de Poitiers, le premier lycée à énergie positive. J'ai d'ailleurs appelé lycée Kyoto. Alors tout le monde s'étonnait, mais pourquoi on est en Poitou, qu'est-ce que le Japon vient faire là? Et comme je pense que toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour apprendre des choses, j'avais expliqué donc que c'était le nom du premier protocole climat, le protocole de Kyoto. Donc ce lycée a été construit à la fois avec les énergies renouvelables, récupération d'eau de pluie, performance énergétique, isolation, etc. Et quand je suis donc arrivée dans ce ministère, avec cette responsabilité-là, je vais déjà développer et vu un certain nombre de choses sur à la fois les opportunités opérationnelles et sur les freins aussi à la rénovation énergétique. En particulier sur le logement social, je me souviens, ça doit être pareil sur vos territoires. À l'époque, quand il y avait des logements sociaux, on supprimait les cheminées dans le milieu rural. Et moi qui ai passé ma vie dans mon enfance en milieu rural dans les Vosges, on se chauffait au bois, les chambres n'étaient pas chauffées, donc on apprenait les économies d'énergie, ça paraît relevé du siècle dernier. Mais c'est vrai que du coup j'avais dit, mais non, les logements sociaux, mais non, vous laissez les cheminées. Alors on me dit, mais non, les gens vont déclencher les feux de cheminée. Je dis, mais non, on est en milieu rural, les gens savent parfaitement se chauffer au bois, ça fait des générations qu'on le fait. Et donc ça m'a fait plaisir, après en revenant au ministère, de relancer la filière bois de chauffage et la cogénération au bois, parce que c'est vraiment des filières formidables. En France, on a un potentiel forestier très, très important. Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Et ensuite, donc, j'ai fait voter la loi de transition énergétique que j'ai voulu exemplaire avant la COP 21. Parce que l'idée de se dépêcher pour la loi de transition énergétique du mois d'août 2015, c'était de dire, bon, la France accueille la COP 21, il faut vraiment qu'on soit exemplaire et qu'on anticipe les contraintes de la COP 21 dans notre propre stratégie nationale et dans notre stratégie bas carbone. Donc peut-être en deux mots pour voir comment est-ce que le titre sur les bâtiments s'insère dans cette loi. Il y avait trois objectifs que j'avais assignés à la loi sur la croissance verte. C'était lutter bien sûr contre le réchauffement climatique. C'était ensuite réduire la facture énergétique, qui est de 70 milliards de déficit de la balance commerciale à ce moment-là. Et c'était développer des filières de compétitivité et d'innovation dans ce domaine, avec deux outils opérationnels, parce que j'ai toujours pensé que le local, le global, c'est-à-dire l'international, comme 21, le national, les stratégies nationales, et le local, les territoires et les citoyens, doivent tous tirer dans la même direction si on veut des résultats. Et dans cette loi, donc, j'ai créé les territoires énergie positive, avec en particulier, parce que c'était la première préoccupation des élus, c'est l'isolation des bâtiments municipaux, en particulier pour faire des économies d'énergie, d'une part, et puis le crédit d'impôt de transition énergétique, qui permettait aux particuliers, sans condition de ressources, parce que j'estimais qu'on était dans une transition énergétique et qu'il fallait permettre à tout le monde de se remettre à niveau sur l'isolation des logements, le crédit d'impôt, donc je dis bien le crédit d'impôt, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas imposables avaient donc ce crédit qui leur était apporté pour pouvoir faire les travaux. Parce qu'on disait, quand on vous dit qu'il n'y a pas de condition de revenu, non, et donc ceux qui ne payent pas d'impôt n'en bénéficient pas. Non, ce n'était pas une déduction fiscale, c'était un crédit d'impôt. Donc ils recevaient le versement de l'équivalent de l'investissement. Donc c'était 8 000 euros par personne seule, 15 000 euros pour un couple, 16 000 euros pour un couple, de déduction fiscale, d'avantage fiscal pour les travaux d'énergie, d'efficacité énergétique. Et Madame la
Président, vous avez raison de dire que la performance énergétique, ça concerne les bâtiments, vous l'avez dit, les 2/3. C'est-à-dire avant les transports, on l'oublie, parce que les transports, on voit l'essence. Mais non, c'est bien le bâtiment qui consomme le plus d'énergie avant les transports et même avant l'industrie. Donc c'est considérable, en fait. Donc le potentiel, il est considérable. Et ce qui est intéressant dans cette filière, c'est que, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a à la fois des décisions individuelles, des décisions municipales, des décisions départementales, des décisions régionales, des décisions nationales et des décisions de l'industrie aussi, parce qu'il y a des bâtiments industriels, il y a des bâtiments commerciaux, il y a des aéroports qui devraient honnêtement, il devrait y avoir déjà des centrales solaires sur tous les aéroports français, sans parler de la récupération d'eau de pluie qui pourrait laver les avions au lieu d'utiliser l'eau potable. Enfin bon, tout ça est quand même un peu trop lent, mais tout ça avait été dit pendant les débats, et ça c'est vraiment consensuel, parce que tout le monde, quel que soit vous voyez, les partis politiques, les groupes politiques, c'était vraiment des sujets, je me souviens, dans la loi de transition énergétique, qui ont passionné tout le monde, et vraiment les votes étaient acquis à l'unanimité. Donc ensuite, l'autre objectif de la loi, c'était ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Donc je passe sur la polémique sur l'énergie nucléaire, parce que ça ne concerne pas le bâtiment. Et puis surtout, donc, faire des énergies propres, des énergies sûres et des énergies les moins chères possibles. Donc c'est dans ce cadre-là, finalement, que se situe la problématique d'économie d'énergie, de performance énergétique, et le grand chantier du bâtiment qui permet de faire baisser les factures pour les gens, de créer des emplois dans le bâtiment, d'économiser l'énergie au niveau national. C'est que du plus, c'est que du positif, c'est que du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, vous avez bien déjà commencé à détailler tous les outils que j'avais mis dans la loi. D'abord, premièrement, des nouvelles règles créant des marchés et réduisant les coûts. Donc, avec les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone. Et mon idée, alors c'est trop audacieux, donc c'était de dire, tous les nouveaux bâtiments, vous devrez être bâtiments à énergie positive. Ça me semblait tellement évident. Moi, j'avais vu que c'était possible, j'en avais fait un. Mais la filière du bâtiment résistait quand même beaucoup. Et je n'ai pas compris pourquoi, parce que je les faisais venir, la filière du bâtiment. Je dis, mais c'est votre intérêt. Vous allez créer des emplois, des activités. Mais il y avait quand même une grande inertie. Et d'ailleurs, ils ont fait supprimer l'individualisation des frais de chauffage. Enfin, ils ont fait supprimer plein de choses. Et il y avait la pression du bâtiment. Et je leur expliquais, mais c'est dans votre intérêt, puisque vous allez pouvoir développer même des savoir-faire, des nouveaux matériaux, faire des économies même dans la construction, conquérir des marchés internationaux. Si on est les meilleurs sur ce secteur, vous allez vous déployer, vous développer, etc. Il y avait quand même beaucoup de réticence. Et moi, mon idéal, pour répondre à la question que vous avez posée, qu'est-ce que je regrette, c'est que tous les nouveaux bâtiments, il n'est pas trop tard, soient tous à énergie positive. Qu'est-ce que c'est un bâtiment à énergie positive? C'est le nom que j'avais donné au territoire. Et il y en a quelques-uns qui sont déjà construits, notamment des logements. C'est un bâtiment qui produit au moins autant d'énergie qu'il n'en consomme. C'est quand même extraordinaire. Donc vous arrivez dans ces bâtiments, la facture des gens, c'est 3 €, 4 € par mois, parce que le bâtiment produit autant d'énergie qu'il en consomme. Alors, ça veut dire des panneaux solaires sur le toit quand c'est possible, ça veut dire la récupération de la chaleur, ça veut dire des performances énergétiques exceptionnelles et surtout des récupérations de chaleur le long des circuits. On maîtrise les technologies, donc ça pourrait être répandu. C'est-à-dire quand vous allez dans la salle de chaudière, la récupération de chaleur, elle n'est pas perdue, elle est récupérée. Et il y a même des bâtiments où on récupère la chaleur dans les cuisines. Quand vous faites votre cuisine, il y a de la chaleur. Cette chaleur est récupérée et recyclée pour qu'il n'y ait zéro perdition de chaleur. Donc, c'est aussi des technologies à développer et qui sont maîtrisées. Et surtout l'isolation des toitures, des portes, des fenêtres et des façades, c'est des technologies qu'on maîtrise. Et donc, il est parfaitement possible de construire des bâtiments à énergie positive aujourd'hui. Ensuite, j'avais mis l'obligation d'isolation quand il y a des travaux de ravalement. Oh, la levée de bouclier que ça avait fait. Et l'argument qu'utilisaient à ce moment-là ceux qui résistaient, c'était non, mais quand il y a en Alsace, quand il y a
des façades. Pardon, vous êtes... Moi, j'étais en Normandie aussi, donc quand il y a ou du bois, etc., comment on va faire? Je dis, bah, non, je veux dire, il peut y avoir des exceptions. On ne va pas annuler un plan national. Pour on peut faire des exceptions, effectivement, il y a, il y a même des bâtiments classés. On ne va pas coller de l'isolation extérieure sur les bâtiments classés, etc. Mais je me souviens de ça parce que ça avait été utilisé par les filières bâtiments pour dire non, mais il ne faut pas, c'est trop tôt, c'est trop vite, etc. Je dis non, ce qui coûte cher, c'est les échafaudages, et je vois que ça n'a pas été rétabli. C'est les échafaudages, donc autant en profiter, et plus on en fera, moins ça coûtera cher, parce que plus on mettra au point des matériaux intéressants, y compris des matériaux venant de l'agriculture, puisque l'agriculture française est un des tout premiers potentiels en matière de production de biomasse, y compris de matériaux d'isolation, comme le chanvre, par exemple. J'avais développé aussi le chanvre dans ma région, parce que c'est un des matériaux les plus isolants en termes d'efficacité énergétique. Donc ça, je trouve que c'était très important, qu'il faudrait vraiment remettre ça. Bon, malheureusement, depuis, le coût des travaux a augmenté. Vous voyez, donc ça veut bien dire qu'on avait raison en 2015 d'imposer ça, parce qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de faire des ravalements. Donc les gens ont encore moins les moyens de faire les deux. C'est ça qui est dommage. Ensuite, les compteurs individuels de frais de chauffage. Quelle bataille ça a été. Et j'avais vu dans plusieurs rapports parlementaires, notamment dans les pays voisins, que quand vous avez un logement collectif, le jour où vous mettez des calculs individuels de frais de chauffage, je vous jure que c'est vrai, hein, la consommation diminue de 70%. Pourquoi? Parce que les gens, ils sortent de chez eux, ils ferment le radiateur, ils partent en vacances, ils ferment le radiateur. Et quand c'est collectif, s'ils ne voient pas l'impact sur leur facture, ils ne ferment pas le radiateur. Je ne vois pas pourquoi il y a des compteurs individuels pour l'eau et pas des compteurs individuels de frais de chauffage. Cette obligation a été supprimée. Parce qu'aussi, il y a eu la pression des syndics de gestion. C'est-à-dire économiser l'énergie, c'est des prestations en moins, c'est des circuits économiques qui changent. Et pourtant, c'est extrêmement efficace que de calculer individuellement les frais de chauffage, et c'est beaucoup plus juste. Alors, pour être exact aussi, il y a une grande résistance des offices HLM. Alors ça aussi, ça me scandalisait. Je dis, mais vous devriez être les premiers à réclamer l'individualisation des frais de chauffage, parce que ça va diminuer collectivement la facture des gens. Alors l'autre gros argument c'était de dire, oui, mais ceux qui sont au rez-de-chaussée et ceux qui sont au dernier étage vont avoir plus de chauffage que ceux qui sont dans le sandwich au milieu de là où c'est chauffé au-dessus. Je dis, c'est pas grave, on fait une péréquation. On peut très bien péréquer pour 10% de la facture pour tenir compte de cette configuration. Et puis après, ceux qui sont en haut, ils ont une plus belle vue aussi. Enfin, je veux dire, on ne s'arrête pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit point-là qui fait que dans le collectif, en tout cas, il n'y a pas de problème sans solution. Je pense que ce problème-là, il peut être également résolu. Ensuite, il y a eu un bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires du point de vue énergétique et environnemental. Alors ça, je ne sais pas si ça a été maintenu. En tout cas, c'était très efficace. Parce que, par exemple, pour les immeubles en bois, construction bois, comme l'épaisseur est plus importante, les promoteurs nous disaient, les constructeurs nous disaient, mais non, vous allez nous faire perdre en mètres carrés habitables, puisque si on fait de l'isolation, les murs sont plus épais, les planchers sont plus épais, donc on va perdre en hauteur sous plafond, etc. Et à ce moment-là, j'avais dit, ceux qui sont à haute performance environnementale, et notamment les constructions bois, parce que là aussi, ils perdaient un demi-étage dans une construction bois, vous aurez un bonus de mètres carrés et de constructibilité pour tenir compte de la contrainte, voilà, du différentiel. Donc ça, c'était aussi important de reconnaître cette préoccupation-là. Ensuite, il y a eu le soutien aux particuliers donc, pour financer la rénovation énergétique de leur logement avec la réforme de l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt de transition énergétique et la possibilité de cumuler les deux. Avant, ce n'était pas cumulable. Moi, j'ai autorisé le cumul des deux. Aujourd'hui, il y a la prime Rénov', mais je ne sais pas si vous avez la curiosité de regarder les dossiers.
La prime rénov', c'est un dossier de 10 pages. Mon crédit d'impôt, il y avait 3 cases à cocher dans votre déclaration d'impôt. Et donc, j'avais simplifié la procédure, parce que c'est vrai que le ministère des Finances, ils ont beaucoup de talent pour inventer des déductions fiscales inapplicables. C'était très, très compliqué. Il y avait très peu de bénéficiaires du dispositif antérieur, parce qu'il fallait faire obligatoirement plusieurs travaux. C'est-à-dire vous étiez obligé d'isoler, par exemple, les combles et les fenêtres, mais vous ne pouviez pas avoir le crédit d'impôt si vous n'isoliez, par exemple, que vos fenêtres. Et à ce moment-là, j'avais dit, mais les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de faire tout de suite. Donc, il faut laisser faire les travaux, vous voyez, sur 2 ans ou sur 3 ans, pour pouvoir étaler le coût des travaux et les investissements nécessaires. Et donc, c'était très, très simple, le crédit d'impôt. C'est-à-dire que vous faisiez les travaux que vous vouliez, vous avez votre déduction fiscale. Et c'était extraordinaire. Et donc, dans la foulée, pour que les gens ne se fassent pas rouler, quand même, par des mauvais artisans, on avait créé le conventionnement. C'est-à-dire que les artisans devaient prouver leurs compétences et les prix qu'ils pratiquaient pour éviter... Vous voyez l'effet de cliquer, c'est-à-dire vous donnez un crédit d'impôt, pouf, les prix augmentent, puis l'artisan vous dit, bah non, vous allez avoir le crédit d'impôt, donc je peux augmenter les prix. Donc on avait surveillé tout ce protocole et surtout on avait fait la liste des artisans qui étaient homologués pour faire les travaux d'économie d'énergie. Le jour où le crédit d'impôt a été supprimé, mais c'était dramatique, c'est-à-dire que les artisans avaient fait un effort pour se former, pour former leurs salariés, pour recruter, parce que les chantiers avaient explosé dans le domaine notamment d'isolation des fenêtres et des portes et d'isolation des combles. C'était les 3 sujets qui entraînaient des économies d'énergie. Alors l'isolation des murs, c'était un peu plus cher, mais je pense que les gens l'auraient, si ça avait été maintenu, vous voyez, les gens l'auraient fait les années suivantes, en fait, l'isolation par l'extérieur. Ou par l'intérieur, c'est quand il y avait des boiseries. Voilà, et donc ça s'est arrêté, et je pense que dans le secteur, je ne sais pas, il y a peut-être eu 10 000 emplois qui auraient dû être supprimés dans le secteur de l'isolation des fenêtres, enfin, ça a été une désolation, et je pense, ça c'est une réflexion globale, il faut de la continuité dans ces domaines, voyez. Pour les entreprises, pour ça, c'est insupportable, ça bouge tout le temps, les dossiers bougent, les noms des dossiers bougent. Il faut du temps, vous voyez, pour une entreprise. Donc là, ils ont eu 2016, 2017, puis 2018, ça s'est effondré. Et alors que, vous voyez, je pense qu'on aurait continué les TEPCV et le crédit d'impôt, mais je pense qu'on aurait peut-être aujourd'hui 50% des bâtiments isolés. D'abord, tous les bâtiments publics auraient été faits, parce que tous les maires faisaient leurs écoles, leurs mairies, les salles polyvalentes, les départements faisaient les collèges. Je pense que tout ça aurait été fait avec les TEPCV. Donc j'avais mis 750 millions d'euros, il devait y avoir à nouveau 750 millions. Normalement, il devait y avoir 1,5 milliard. Il y a eu 750 millions d'euros qui ont été distribués aux collectivités locales. Et ça devait continuer les années suivantes. Et puis ça aussi, ça s'est arrêté. Et comme moi, j'avais l'expérience en tant qu'élu local de région des complexités des subventions d'État, j'avais mais simplifié à tel point qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes dans un premier acte, non mais c'est pas régulier. Bon, finalement, elle a jugé que c'était régulier parce que j'avais fait des argumentaires. Mais la tracasserie, vous connaissez ça, d'aller chercher les cofinancements. Alors l'État donne 10%, il fallait courir au Conseil général, au Conseil régional, à la Caisse des dépôts. Je vais dire non, sur la loi de transition énergétique, il faut que ça aille vite. Et en fait, on finançait à 100% les opérations dans les territoires énergie positive. Donc il y a eu de belles opérations qui se sont développées, et ça aussi, ça aurait dû être poursuivi. Après, il y a eu la mise en place de sociétés de tiers financement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était original. C'était une dérogation au monopole bancaire pour avancer aux particuliers qui engageaient des travaux de rénovation énergétique, ces sociétés de tiers financement. Et la Banque européenne d'investissement, que j'étais allée voir pour financer cette opération, avait financé à hauteur de 400 millions d'euros. Et c'est une idée qui m'avait été donnée par des collectivités locales, ça.
parce que les départements en particulier, qui avaient du mal aussi à emprunter, même si la Caisse des dépôts faisait des prêts, c'est sur le terrain que j'avais trouvé cette idée de société de tiers financement. Et ça, c'était formidable parce que du coup, il y avait le prix des travaux, mais il n'y avait pas en plus, vous voyez, le prix de l'emprunt pour les gens. Et les collectivités locales aussi ont pu y accéder. Le point suivant, c'est des appels à projets pour des réalisations urbaines innovantes et exemplaires. Donc, j'avais mis en place 16 démonstrateurs industriels pour la ville durable, qui avaient été désignés le 23 décembre 2015, donc en application de la loi de transition énergétique. Puis ça m'avait permis de valoriser ça à la COP 21. Et ces démonstrateurs, donc il y avait 16 démonstrateurs industriels qui étaient remontés avec un appel à projet et des opérations donc urbaines qui du coup pouvaient obtenir des financements complémentaires. Voilà, après il y a le problème des transports, mais bon, c'est d'autres sujets, mais voilà l'essentiel, mais d'ailleurs que vous avez parfaitement, pardon, j'étais peut-être un peu longue, résumé tout à l'heure. Merci Madame la Ministre, je vais laisser la parole à Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre déjà pour cet état des lieux, en tout cas sur ce que vous avez pu mettre en œuvre, et notamment à travers le texte sur la transition énergétique pour la croissance verte. C'est vrai que vous avez fait un état des lieux assez précis. Et c'est vrai que ce texte, déjà en 2015, en fait, fixait des objectifs assez ambitieux, même très ambitieux, sur 500 000 logements. 500 000 logements rénovés, la suppression des passoires thermiques. Et c'est vrai qu'on est pour le coup aujourd'hui loin du compte. Donc je voulais déjà savoir si, selon vous, qu'est-ce qui a péché, quoi. Alors vous en avez un petit peu dit, mais est-ce que c'est justement la suppression de certaines mesures dont vous avez évoqué? Est-ce que c'est un manque de financement? Et notamment, c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir, à la fois vous en tant que ministre, sur les arbitrages en termes de financement. Est-ce que forcément, la question du financement est importante, mais du coup, est-ce que ça aurait permis d'aller beaucoup plus vite? Enfin voilà, et d'avoir un petit peu votre vision par rapport au fait que, justement, on n'a pas atteint nos objectifs, qu'on en est encore assez loin. J'avais une question aussi, peut-être sur la question que vous avez beaucoup appuyée, sur la question des territoires et de l'aspect local. Et c'est vrai que moi, je trouve ce qui avait été intéressant, qui avait été mis en place, vous en avez parlé à travers TEPO, STEP-CV, Territoire Énergie Positive, et le fait qu'effectivement il y ait des financements locaux qui soient mis en place, et notamment à travers, à cette période, la mise en place de plateformes de rénovation thermique qui ont été mises en place sur les territoires. Et c'est vrai que de mon regard, en tout cas d'élu local, ce que j'ai pu voir, c'est que ces plateformes, quand elles étaient en place, et notamment sur des secteurs plutôt ruraux, mais on a les ALEC sur des zones beaucoup plus denses, était quand même un système qui fonctionne, enfin, qui fonctionne toujours d'ailleurs, mais qui fonctionne plutôt bien, avec notamment une proximité, un accompagnement. C'est vrai que le collègue François de Rugy tout à l'heure était moins enthousiaste sur cette question-là, puisque l'exemple qu'il donnait en disant que oui, ça a fonctionné, mais c'était très petit à une échelle. Sauf que l'exemple qu'il a donné, 100 logements pour un territoire de 50 000 habitants, mine de rien, si on le rapporte à l'échelle du pays, c'est pas si mal. Enfin, en tout cas, on les a pas atteints en termes de rénovation globale et de bâtiments basse consommation. Donc, je trouvais en tout cas que c'est un dispositif qui était intéressant, et donc je voulais avoir votre avis et sur peut-être la poursuite de ça, et sur le fait qu'on s'aperçoit que ces plateformes de rénovation sont souvent en difficulté sur les territoires par manque de financement, d'accompagnement, etc. Donc voilà, si vous pouviez peut-être nous dire quelques mots là-dessus. Et puis sur l'évolution, donc vous avez parlé du CITE et l'évolution vers ma prime rénov. Voilà, voir, vous avez aussi également esquissé, mais un petit peu votre avis sur cet aspect-là. Bon, j'ai compris l'intérêt effectivement du crédit d'impôt, qui avait quand même quelques problématiques aussi par rapport à, il y a eu quand même pas mal de sujets à la fois de fraude, d'effets d'aubaine, enfin en tout cas il y a eu quand même quelques problématiques par rapport au CITE, mais bon, Prime Rénov, on s'aperçoit qu'on a un peu également les mêmes dérives, donc avoir aussi votre avis là-dessus. Et puis peut-être terminer aussi, parce que vous en avez aussi un petit peu parlé, peut-être sur les exemples à l'étranger, si justement quand vous avez travaillé sur la question, est-ce que vous étiez
à la fois inspiré? Est-ce que vous avez des exemples à l'étranger qui pourraient justement, en termes d'efficacité, en termes de politique publique, qui ont été mis en place? Voilà, merci. Micro, s'il vous plaît. Voilà, merci, monsieur le rapporteur. Tout d'abord, merci d'évoquer effectivement les plateformes de rénovation qui ont été mises en place avec des partenariats très intéressants et là aussi très libres en fonction des collectivités territoriales, et notamment en partenariat avec l'ADEME. Donc, ce qui était très intéressant dans ces plateformes, d'ailleurs, tous les territoires énergie positive mettaient en place des plateformes. C'est-à-dire que les gens, ils sont un peu perdus quand ils se disent qu'il faut faire des travaux, à qui on s'adresse, comment ça se passe. Et l'intérêt des plateformes, c'est qu'elles avaient, je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, une banque de données. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez mettre une chaudière bois dans un immeuble collectif. J'avais fait en sorte qu'ils aient des crédits pour mettre en place des banques de données. Vous tapez chauffage bois et vous avez les réalisations qui ont été homologuées, etc. Et donc, vous pouvez aller visiter des réalisations que vous voulez réaliser dans votre commune, dans votre canton, dans votre territoire. Et ça, c'est irremplaçable. Parce que, je veux dire, territoire par territoire, il n'y a pas forcément la ressource industrielle ou artisanale. Et en revanche, dès que vous allez voir des choses faites, beaucoup, d'ailleurs, par exemple, d'agriculteurs se sont déplacés sur les méthaniseurs parce qu'ils avaient envie d'aller voir là où ça marchait, est-ce que ça correspondait à leur potentiel, etc. Et c'est vrai aussi donc, pour les bâtiments et les opérations d'innovation, d'isolation thermique des bâtiments. Donc ça, je crois que c'est effectivement très important. Votre deuxième question, c'est sur oui, qu'est-ce qui a raté? C'est l'arrêt. C'est tellement difficile, vous savez, dans les arbitrages interministériels. C'était des combats d'obtenir un crédit d'impôt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport au ministère des Finances. C'est même inimaginable d'obtenir un crédit d'impôt. Moi, comment je faisais? J'y mettais à COP 21, COP 21, COP 21. Il faut qu'on soit à la hauteur de la COP 21. Il faut faire des choses exceptionnelles parce que c'est la COP 21. C'est comme ça que j'arrive à arracher les arbitrages. Mais ce n'était pas évident. Donc, voir ensuite, au-delà des clivages politiques, d'ailleurs, que ça s'arrête, c'est désolant parce que vous dites c'est tellement difficile. Le temps que les gens se l'approprient, que ça soit connu, qu'on envoie les instructions, que les artisans et les entreprises du bâtiment s'y habituent, que les gens, parce qu'il y a des gens aussi, beaucoup de gens qui avaient programmé des travaux, puis paf, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc il y a eu un potentiel de développement économique même qui a été perdu. Et sur les TEPCV, donc c'est pareil, c'est merveilleux quand vous regardez les TEPCV. D'ailleurs, j'ai toujours l'inventaire de tout ce qui a été fait. Ça a un peu continué, mais brutalement, il y avait ce soutien financier. Et c'était formidable parce qu'on voyait tous les maires, les présidents de communautés de communes venir au ministère, on projetait ce qu'ils avaient réalisé sur leur territoire, mais c'était merveilleux. Vous aviez la diversité française avec la diversité des ressources locales, des maires et des élus qui connaissaient rien à l'écologie et qui tout d'un coup se passionnaient sur ces sujets, puis après ils se passionnaient pour la biodiversité, puis après ils se passionnaient sur les expériences éducatives dans leurs écoles. Puis c'est très très vertueux l'environnement, ça tire tout le monde vers le haut, donc c'est formidable et les gens apprenaient, ils réalisaient, c'est très très gratifiant en plus pour les élus. Et moi j'apportais l'argent en ayant essayé, normalement on m'avait promis 1,5 milliard. Je ne sais pas comment j'avais calculé ça, j'ai dit non, il y a 1,5 milliard, il y a du potentiel, etc. Donc la première enveloppe ça a été 750 millions et quand je suis partie il devait y avoir 750 millions. Et ça n'a pas été repris, ça a été supprimé, enfin ça n'a pas été défendu, ça n'a pas été supprimé. Donc il y a beaucoup de collectivités qui avaient des projets qui n'ont pas pu être réalisés. Donc ça, voilà, je pense que plus c'est simple, plus c'est efficace, plus les gens s'en saisissent. Et alors par rapport à la question que vous posez sur la fraude, c'est vrai que c'était quelque chose qui était objecté en disant mais non, les gens vont frauder. Et alors c'était quoi l'idée? C'était de dire avec le crédit d'impôt. On disait non mais les gens vont faire des travaux et de toute façon ils les auraient fait même sans crédit d'impôt. Je dis oui, mais alors où est le problème? Enfin je veux dire, ils feront autre chose du coup. S'ils ont un peu plus d'argent, ils feront autre chose, ça fera marcher le bâtiment localement. Où est le problème?
Donc après, c'était oui, mais alors il va y avoir des trucages parce qu'en fait, ils vont refaire leurs fenêtres, ça va coûter un peu moins cher, et en fait, ils feront repeindre la pièce, et donc, du coup, ils feront payer la repeinture. Je dis, écoutez, moi, alors j'entendais ça dans les arbitrages interministériels. Je dis, écoutez, moi, on ne met pas en place d'action politique en s'occupant des fraudeurs, parce que sinon, alors comment est-ce qu'on avance ? Si on commence à soupçonner tout le monde de frauder, il vaut mieux une ou deux bonnes sanctions sur un ou deux fraudeurs et tout le monde sera dissuadé de frauder, notamment les entreprises qui pouvaient éventuellement. Mais encore, est-ce que ça s'est fait ? Je ne sais pas. Ce qui est en tout cas vrai, c'est que quand vous faites refaire votre fenêtre, vous faites repeindre la pièce. C'est-à-dire que c'est un effet d'entraînement sur la filière bâtiment. C'est ça que je disais, c'est pas de la fraude. Ils ne font pas payer ça. De toute façon, ils dépensent plus. On ne remboursait pas 100%, et c'est parce que c'était 9 000 euros, mais dans une limite, donc on ne remboursait jamais 100%. Il fallait dépenser beaucoup plus que 8 000 euros, je ne sais plus combien c'était, 50% ou 30%, je ne me souviens plus quel était le pourcentage. Donc, si vous voulez, avec 1,5 milliard de crédit d'impôt, de déduction fiscale, ça a fait à peu près 1,5 milliard. On a généré, moi je pense qu'on a généré 10 fois plus de travaux. On a généré 8 à 10 milliards de chiffre d'affaires dans les industries du bâtiment. Parce que vous refaites refaire les fenêtres, vous faites repeindre, après vous faites l'isolation des combles, vous voyez, après vous changez votre chaudière, enfin il y a de la cohérence. C'est un effet d'entraînement. Donc je disais au ministère des Finances, mais non, le crédit d'impôt, est-ce qu'il me disait ça coûte 1,5 milliard ? Je dis non, ça ne coûte pas 1,5 milliard, ça rapporte. Puisque sur les 10 milliards de chiffre d'affaires, les gens vont payer, il y a des impôts qui vont être payés, il y a des cotisations sociales qui vont être payées, il y a des retours sur investissement qui vont être payés. Donc non, vous injectez, vous investissez 1,5 milliard, 30%. Donc vous voyez, 30%, ça veut dire que si vous vouliez être remboursé de 8 000 euros, il fallait dépenser 24 000 euros en travaux. Sinon, vous aviez moins. Par exemple, vous pouviez faire 8 000 euros de travaux, vous aviez un tiers de remboursement. C'était raisonnable, ce n'était pas à 100%. Mais du coup, ça incitait les gens à faire plus de travaux qu'ils n'auraient fait, et surtout, parmi ces travaux, à faire les travaux d'isolation en premier. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous voulez améliorer votre intérieur, vous vous dites, bon, je n'ai pas les moyens d'isoler les fenêtres, je vais quand même un bon coup de peinture, je vais acheter des meubles sympas, je vais d'abord penser à ma qualité de vie. Alors que si on vous dit, non, si vous faites en plus l'isolation des fenêtres, vous êtes remboursé, vous faites l'isolation des fenêtres. Donc vous économisez l'énergie, donc vous économisez du CO2, donc vous participez aussi à la protection de la planète. Donc c'était un cercle vertueux en fait. Y a-t-il des questions de la part de nos collègues ? Oui, Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour vos explications. Par rapport justement au crédit d'impôt, moi j'aurais une question à vous poser à la Ministre. Si vous reveniez à des responsabilités, est-ce que vous remettriez le crédit d'impôt lorsque vous proposeriez autre chose comme mesure en matière de politique dans ce domaine-là ? Bien sûr que je remets le crédit d'impôt, bien sûr. Il y a encore tellement de choses à faire. Crédit d'impôt et les territoires à énergie positive. C'est tellement efficace. Vous donnez à un maire les moyens d'isoler son école, mais il le fait tout de suite. Et en plus, ça entretient le tissu d'artisans du territoire. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est tout simple. Bien sûr, j'en mets le crédit d'impôt, l'isolation obligatoire, le calcul individuel des frais de chauffage. Mais c'est tellement efficace. C'est tellement efficace. Quand vous regardez votre facteur d'eau, vous faites attention, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe quand ça dépasse ? Si vous n'avez même pas le compteur de votre chauffage, vous ne vous rendez pas compte de l'effort que vous faites. Alors maintenant, on le fait parce que moi, j'ai toujours fait, donc on se moquait de moi parce que je sortais de mon bureau de ministre, j'éteignais la lumière. Alors on me dit, mais vous éteignez la lumière, mais personne n'a éteint la lumière. Je dis, moi j'éteins la lumière, j'ai été éduquée comme ça, j'éteins la lumière. Donc je donnais des instructions, chacun éteint la lumière en sortant du bureau. Alors ils riaient sous cap, mais je sais après ils ont pris l'habitude, et je dis, mais non, c'est quand même les contribuables qui payent l'énergie. Vous sortez de votre bureau, vous éteignez la lumière. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, alors, Michel Dagbert.
Oui. Madame la ministre, merci Madame la Présidente. Madame la ministre, avec les exemples que vous avez cités, je pense que effectivement vous avez dit que vous aviez reçu des élus, des territoires, des maires qui avaient gagné en compétences en matière écologique. Et je pense que l'impact, l'effet levier que vous évoquiez sur un certain nombre de dispositifs dont vous étiez à l'origine, aujourd'hui on le retrouve à différents niveaux de collectivité. J'ai eu le plaisir et l'honneur de présider un département avec 125 collèges. Par exemple, cette conscience aujourd'hui en matière de rénovation énergétique des bâtiments, elle est acquise. Oui. Alors on continue à faire des collèges neufs, fort heureusement, pour le bâtiment, mais on a aussi une expertise sur ceux qui peuvent encore voir leur durée de vie prolongée et améliorer leur performance énergétique. Je vous rejoins aussi sur le fait qu'aujourd'hui nous avons un, voire deux téléphones très lourds en capacité et notamment en logiciels qui sont téléchargeables. Et aujourd'hui, on a la possibilité de télécharger un certain nombre d'applications, c'est le mot que je cherchais, d'applications pour le suivi de nos consommations. Oui. Et donc, je pense que tout cela va peut-être aussi aider nos concitoyens à avoir une meilleure gestion de ces choses-là. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, et moi j'avais eu l'occasion dans le cadre d'un programme d'échange européen de suivre ça, c'est sur la géothermie à partir des eaux d'Exor. Et il se trouve que nous avons plusieurs territoires miniers en France, que ce soit dans l'Est ou dans le département du Nord et du Pas-de-Calais. Et j'avais vu en Hollande, alors le modèle économique était un peu faussé parce que c'était expérimental et ça avait bénéficié de crédits européens assez conséquents. Mais la géothermie à partir des eaux d'Exor marche notamment sur les équipements publics, sur le logement collectif, etc. Et pourquoi il y a un frein chez nous à aller vers la géothermie? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? C'est une énergie que j'aime beaucoup, la géothermie. Elle a résolu, c'est un peu comme l'hydroélectricité, c'est des énergies qui ont résolu le problème de stockage. C'est formidable. J'ai ouvert une usine de géothermie quand j'étais ministre en Guadeloupe, qui était à l'arrêt, puis personne n'y croyait. Je pense qu'on a perdu peut-être des savoir-faire, des ingénieurs qui se sont peut-être un peu détournés de cette énergie, mais c'est formidable la géothermie. Et d'ailleurs, à la COP21, on a créé une coalition géothermie. Alors, on était deux. Enfin, moi, j'étais chef de délégation. Donc. Et il y a le président, à ce moment-là, d'Islande, qui vient me voir et qui me dit la géothermie. Parce que vous savez, le président d'Islande, il a sauvé son pays par la géothermie. Le pays était au bord de la faillite. Il a eu ce génie de se dire, non, j'ai une terre volcanique, il doit y avoir de l'eau chaude en dessous, ou de la terre chaude. Je vais développer mon pays avec la géothermie. Et l'Islande a retrouvé une croissance économique incroyable, puisque vous allez en Islande, c'est le premier producteur de bananes quand même, l'Islande par habitant, c'est-à-dire avec des serres entièrement chauffées à la géothermie, donc l'énergie, sauf celle des voitures, est gratuite dans toute l'île, parce qu'il a sauvé son pays par la géothermie. Donc on a dit, bon, on va faire une coalition géothermie. On était deux, on a lancé un appel à projet à toutes les délégations étrangères, et à notre grande surprise, on a vu arriver des États africains, l'Éthiopie, je me souviens encore, et donc on avait mis en place un groupe de recherche scientifique, et il y a des pays qui ignoraient complètement qu'ils avaient ce potentiel sous leurs pieds, et qui aujourd'hui sont équipés en géothermie. Et donc vous avez parfaitement raison, ce n'est pas une énergie qui est considérée comme en haut de la pile, si j'ose dire, mais partout où il y a de la géothermie, il faut absolument développer ça. Ça, c'est évident. Laurent Saumon. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai bien compris, effectivement, vous êtes plutôt pour une rénovation qui puisse être en tout cas parcellaire et pas forcément globale pour pouvoir bénéficier de ces aides. J'ai compris aussi qu'il y avait une importance, et je la partage, cette continuité des politiques en matière de logement pour avoir effectivement une réussite et pouvoir constater des résultats. Vous avez dit qu'il fallait que ce soit simple, qu'il fallait effectivement remettre l'avoir fiscal. On n'a pas parlé tellement de l'organisation. Aujourd'hui, on voit avec Habiter Mieux et la gestion faite par l'ANA qu'il y a beaucoup de retard dans les financements et qui, j'allais dire,
sinon dégoûte, ou en tout cas fait ralentir peut-être les possibilités qu'on a. Qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de l'ANA, en tout cas tel qu'il est géré aujourd'hui, dans le cadre de ces rénovations thermiques indispensables pour améliorer le développement durable et la protection des bourses des habitants et également du climat? Alors l'ANA est réservée, bon, comme on le sait tous, aux gens modestes. Elle ne s'adresse pas à l'ensemble de la population. Et par conséquent, si vous voulez, à partir du moment où le crédit d'impôt a disparu, où les gens moyens n'avaient pas non plus les moyens de faire, ne relevaient à la fois pas de l'ANA, mais en même temps n'avaient pas les moyens de faire leurs travaux parce qu'il y avait la disparition du crédit d'impôt, ils se sont tournés vers l'ANA. Vous voyez, alors qu'avant l'ANA fonctionnait bien parce que ceux qui n'avaient pas les moyens, ils savaient que c'était pour eux. Et les autres, ceux qui pouvaient un peu payer et qui avaient le crédit d'impôt, ils n'insistaient pas pour dire on veut absolument l'argent de l'ANA, puisqu'on leur disait non, vous avez le crédit d'impôt, donc essayez d'utiliser le crédit d'impôt, je le répète, avec une ristourne, parce que c'est un crédit d'impôt. Si vous ne payez pas d'impôt, vous avez l'équivalent de vos 30% de ce que vous avez dépensé. Et donc c'est pour ça, je pense que l'ANA a rencontré ensuite des difficultés, plus j'imagine des dotations budgétaires, des dotations de fonctionnement. Donc il faudrait recentrer l'ANA, je pense, sur les plus défavorisés, les plus modestes, et remettre un crédit d'impôt, en contrôlant bien sûr les prix des travaux, remettre un crédit d'impôt pour les catégories moyennes et autres. Alors après, il y a les conditions de ressources. C'était un vrai débat, ça. Moi, j'avais refusé les conditions de ressources, parce que j'ai dit, le temps perdu... Et la question du reste à charge, peut-être aussi. Et la question du reste à charge. Donc, sur les conditions de ressources, je n'avais pas mis de conditions de ressources, parce que j'avais dit, ce qu'il faut, c'est développer les travaux, que les gens qui peuvent payer, ils vont avoir leur crédit d'impôt, mais lui, c'est le rôle de la fiscalité d'être juste, et ça fait moins de contrôle, parce que commencer à contrôler qui gagne pas, les évolutions, vous perdez des mois à contrôler les seuils d'impôt, ça crée des effets de seuil. Et l'idée à laquelle j'avais pensé, c'est de dire plus il va y avoir de travaux, plus les artisans et les entreprises du bâtiment pourront se développer sur ces technologies de performance énergétique des bâtiments. Et donc, en retour, tout le monde en profitera parce que ça fera une baisse des prix, etc. Alors que si vous mettez des conditions de ressources très basses, vous n'avez pas un marché suffisamment ambitieux pour que les entreprises investissent. Vous voyez, et donc, la masse, la première année de la commande sur les travaux, puisqu'il y a quand même 1,5 milliard, rien que uniquement le remboursement, donc la totalité des travaux, comme j'expliquais tout à l'heure, faisait beaucoup plus, ça crée un marché solvable. Donc les entreprises, elles peuvent investir, elles peuvent former des gens, elles peuvent correctement les payer, elles peuvent faire attention aux matériaux qu'elles utilisent, etc. Et puis peut-être qu'après, dans 2-3 ans après, on aurait pu mettre une condition de ressources, mais une fois que les choses se seraient, vous voyez, bien installées, et que ceux qui ont le plus d'argent, qui auraient déjà fait leurs travaux, à ce moment-là, ils arrivent à un seuil, et du coup, on aurait pu concentrer les investissements sur les autres catégories, mais pas tout de suite, parce qu'il fallait créer un marché. C'était ça le raisonnement. Monsieur le rapporteur. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez effectivement sur la question du reste à charge. Parce oui, que pardon. Qu'il n'y ait pas de conditions de ressources, je l'entends. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que sur les foyers les plus précaires, en fait, le reste à charge, c'est ce qui bloque justement, parce que même si on a un crédit d'impôt ou maintenant ma prime rénov, etc., il reste quand même, et même si c'est un crédit à taux zéro, etc., il reste quand même quelque chose, et souvent qui est bloquant pour les personnes avec les plus faibles revenus, quoi. Et donc du coup, la question justement du reste à charge zéro, il se pose quand même, là du coup, pour les plus bas revenus. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous aviez pu... ça, c'est l'ANA. Pu réfléchir, ouais. C'est l'intervention, c'est l'ANA qui peut prendre le reste à charge. C'est-à-dire, dès lors que les autres ont un crédit d'impôt, vous concentrez le rôle de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat sur la prise en charge du reste à charge et même sur l'avance des fonds des travaux. Par ailleurs, c'est les propriétaires. Donc si vous êtes modeste et que vous êtes propriétaire, déjà vous êtes propriétaire, l'ANA intervient directement pour vous. Si vous êtes propriétaire et que vous louez à quelqu'un de modeste, c'est quand même plus souvent ça, et qu'en plus vous louez une passoire thermique,
L'ANA, elle intervient, mais elle valorise le bien du propriétaire, qui n'est pas forcément, lui, dans une situation modeste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le nombre de gens très modestes qui, en plus, sont propriétaires et qui n'ont pas les moyens de faire les travaux, c'est quand même relativement restreint. Et donc, cela, vous avez raison, l'ANA peut prendre en charge la totalité des travaux. Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je me demandais, que pensez-vous de l'installation sur les toits plats de panneaux solaires, notamment pour tout ce qui est les logements HLM? Souvent, on a des logements, en tout cas dans le sud, puisque, comme vous le voyez, avec mon accent, voilà. Et est-ce que vous avez une idée de la production que cela pourrait représenter au total en France dans l'atteinte de notre autonomie énergétique? Est-ce qu'il y a eu un calcul? Est-ce que ça a été étudié, ça? Si tous les toits étaient équipés? Si tous les toits étaient équipés. Si tous les toits sont... Là, on produit à peu près en énergie renouvelable l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Depuis la montée en puissance, tout compris, hein, sauf l'hydroélectricité, l'éolien, etc. Donc je pense que c'est quand même 1 ou 2 réacteurs nucléaires faciles, l'équipement en énergie. Après, vous avez deux mécanismes, soit en autoconsommation, vous mettez vos panneaux, vous éclairez, etc., en autoconsommation, soit vous renvoyez vers le réseau, et à ce moment-là, vous êtes remboursé de ce que vous revendez sur le réseau. C'est souvent comme ça que font les bâtiments collectifs, puisque du coup, ça diminue aussi les charges énergétiques de l'ensemble des habitants de l'immeuble. Mais vous avez raison. Et non seulement, si ça avait été... C'est pour ça que quand je disais on va rendre tous les nouveaux bâtiments obligatoirement à énergie positive, alors ça faisait une révolution, mais ça faisait un saut technologique. Moi, je pense qu'à certains moments de l'histoire, il faut faire un saut technologique. Comme quand on est passé du téléphone au portable, il y a bien eu un saut technologique. Donc, dans l'énergie, il y a un saut technologique, une révolution à faire pour dire, ah bah oui, d'accord, allez, à partir de la semaine prochaine, tous les permis devront être à énergie positive. À un moment, il faut bien se lancer. Ce que vous dites est très juste. On dirait, mais écoutez, tous les toits qui peuvent être équipés en énergie solaire, dans les régions ensoleillées, allez, il faut tous le faire. Mais vous savez, on pourrait commencer par les aéroports. Combien de fois j'ai parlé au président d'aéroport de Paris, j'ai dit quand même, faites des centrales solaires sur vos toits, toutes les grandes surfaces, tous les carrefours, tout ça, ça devrait être obligatoire. Les centrales solaires sur tous les toits partout, et la récupération d'eau de pluie partout. Vous voyez, mais dès qu'on met une contrainte aux gens, ils renaclent. Même quand c'est dans leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ils auraient fait les travaux, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Déjà, le prix des travaux a augmenté. Mais ils auraient fait des économies d'énergie. Donc, Une dernière question. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la politique qui est conduite dans le domaine de la rénovation énergétique plus particulièrement? Puisque c'est ce qui nous intéresse. Il y a des petites choses qui sont faites. Il y a la prime rénov'. C'est pas à la hauteur de... Pourquoi détruire... Pourquoi casser ce qui marche? Vous voyez, on pourrait le dire dans plein de domaines. Pourquoi abîmer ce qui marche? Ça n'appartient pas au ministre en exercice, ça appartient à la nation. Des choses sont faites et il devrait y avoir impossibilité. C'est une réflexion peut-être pour le Sénat qui devrait avoir un droit de veto en disant non, là vous régressez. Vous voyez le principe de non-régression. En plus, c'est inscrit dans la loi, le principe de non-régression. Et je me souviens quand Nicolas Hulot disait, puisque je l'appelais, je lui dis, mais comment est-ce que vous avez pu laisser supprimer tout ça? Il dit, je sais pas, c'est les arbitrages. Je dis, non, les arbitrages, non, principe de non-régression. Et vous allez à une réunion et vous, c'est tout, vous dites principe de non-régression. Non, on ne régresse pas. Et c'est ça qui permet de tenir, c'est les principes. À un moment, il aurait dit non, principe de non-régression, on ne recule pas. Mais ça devrait être un peu dans tous les domaines, vous voyez, même pour le législateur. Parce que ces dispositifs, ils ont été votés à l'unanimité de l'Assemblée et du Sénat. Donc à un moment, quand ça revient et que ça recule, il devrait y avoir quelque chose, ou en commission, je ne sais pas, où on dit, non, expliquez-nous pourquoi il y a une régression. Non, non-régression. Vous posez la question de la durabilité alors d'une mesure ou d'une loi. Ça voudrait dire qu'on ne
pourrait pas, avant un certain nombre d'années, je comprends pas bien comment on pourrait arriver à ça. Oui, dans un pays où l'alternance démocratique fait partie de la règle du jeu, en quelque sorte, du jeu politique, j'entends. Oui, c'est une bonne question, mais je pense qu'il y a une exception dans le domaine environnemental. Puisqu'on est sur du développement durable, vous voulez que les lois qui sont affectées au développement durable bénéficient d'une durabilité dans le temps à laquelle on ne puisse pas, qu'on ne puisse pas écourter. Oui, parce que c'est inscrit déjà dans la loi. La non-régression est inscrite dans la loi. Vous voyez, empêcher, réduire, compenser, non-régression, c'est dans les fondements même de la transition énergétique. Et à partir du moment où on a l'accord de Paris sur le climat, il s'impose à tous l'accord de Paris sur le climat. Donc quand vous avez des politiques qui vont dans le sens de l'accord de Paris sur le climat, il ne devrait pas être possible de reculer. Merci beaucoup. Merci.